Nous sommes à la troisième étape de ce travail pratique qui consistera à mettre en œuvre l'Active Directory. Quels sont les travaux attendus dans cette étape? Nous allons dans un premier temps installer ADDS, le promouvoir, installer le rôle ADDS et promouvoir le serveur qui abritera ce rôle au rang de contrôleur de domaine. Il s'agit ici du serveur qu'on a appelé DC. Par la suite, nous allons ajouter le serveur membre et les clients dans ce domaine ADDS que nous avons configuré. Il sera question enfin de pouvoir ouvrir une session en tant qu'administrateur sur ces différents, sur les serveurs DC et membres et les postes clients. Avant de passer à la mise en œuvre de ces différents travaux, il est primordial et important de s'apaisantir sur des concepts de base qui gravitent tout autour de l'ADDS. Donc, qu'est-ce que ça signifie quand on parle de ADDS? ADDS, en fait, c'est l'acronyme pour Active Directory Domain Services. C'est un service de gestion d'annuaire. Quand on parle de l'annuaire ici, c'est un peu similaire à un annuaire téléphonique où nous avons à l'intérieur des contacts, nous avons des adresses, etc. Donc, c'est un service de gestion d'annuaire développé par Microsoft. Si on veut faire l'analogie avec l'annuaire que j'ai décrit tantôt, on aura ici à la place plutôt des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, des stratégies de sécurité, des unités d'organisation, des imprimantes, etc. Donc, c'est un service de gestion d'annuaire développé par Microsoft pour les réseaux Windows qui permet de gérer les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes, les stratégies de sécurité et d'autres ressources réseau de manière centralisée. Donc, ADDS vient ici pallier à cette traditionnelle méthode qu'on avait dans une architecture de quelques postes qui consistait à travailler sur chaque poste de manière indépendante, de manière individuelle, qui est une tâche assez fastidieuse dès lors qu'on a une multiplicité, une centaine d'ordinateurs, voire même des milliers d'ordinateurs. Mais dans une architecture où on n'a qu'une dizaine de postes, c'est encore gérable. Mais ce qu'on a avec cet environnement en workgroup, c'est que tous les comptes que nous créons dans des ordinateurs sont stockés localement dans l'ordinateur sur lequel on le crée. Et il n'y a donc pas une logique de centralisation de l'authentification ou encore centralisation des ressources. Avec ADDS, cependant, on a donc la capacité d'avoir les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes qui sont gérés de manière centralisée. Donc, pourquoi est-ce qu'on installe l'Active Directory? Qu'est-ce qui peut inciter, euh, qu'est-ce qui peut inciter un administrateur ou encore une organisation à mettre en œuvre l'Active Directory? La première raison, c'est d'abord la centralisation de l'authentification, comme on l'a dit précédemment à travers la définition de l'acronyme ADDS. La centralisation de l'authentification se fera grâce au protocole Kerberos. Ce protocole-là va aller, euh, va pouvoir aller dans la base de données de l'Active Directory qu'on appelle ntds.dit, ntds.dit. C'est la base de données Active Directory qui regorge les comptes utilisateurs, les noms d'utilisateurs, les groupes, les différentes ressources, les différents objets qu'on crée sont stockés dans cette base de données-là. En fait, Kerberos va aller donc, euh, dès lors qu'un utilisateur, par exemple, veut se loguer sur sa machine pour pouvoir accéder au réseau, le protocole Kerberos va comparer les identifiants fournis par l'utilisateur à celles stockées dans la base de données ntds.dit. Et si ces identifiants-là, il faut dire que Kerberos le fait grâce au protocole LDAP, le protocole LDAP qui est un protocole de gestion d'annuaire. Donc Kerberos va se servir de ce protocole pour pouvoir comparer les identifiants fournis par l'utilisateur à celles stockées dans la base de données ntds.dit. Si ces informations correspondent, l'utilisateur va pouvoir se loguer, va pouvoir accéder aux ressources du réseau. Donc, ça, c'est le premier point, la centralisation de l'authentification grâce au protocole Kerberos.
En second point, qu'est-ce qu'on a? On a la centralisation de la gestion des utilisateurs et des ressources. Donc, toutes les ressources sont dorénavant centralisées. On n'a plus les ressources qui sont stockées exclusivement dans un poste et, et que si jamais ce poste-là est défaillant, on n'a plus accès à ces ressources-là. Entre autres éléments, on aura aussi la gestion centralisée des configurations à appliquer aux utilisateurs et machines, qu'on appelle les stratégies de groupe ou encore les GPO, Group Policy Object, ça c'est en anglais. Donc les GPO ou encore les stratégies de groupe, ce sont les paramètres qu'on va appliquer de manière centralisée aux utilisateurs et aux machines. Donc, ceci a pour but ici de pouvoir contribuer à la sécurité. Ces paramètres-là, on peut par exemple avoir le déploiement de la configuration des logiciels sur des ordinateurs. On peut aussi avoir des restrictions d'utilisation sur les ordinateurs. On peut aussi avoir, par exemple, l'automatisation au fait, le déploiement de certains scripts qui permettent d'automatiser certaines tâches répétitives lors de l'ouverture de la session. Donc, on peut dire par exemple que tel utilisateur, dès qu'il va se loguer, il y a tel script qu'on aura inscrit sur son profil utilisateur qui va s'exécuter. On peut également choisir de bloquer tous les ports USB via les stratégies de groupe. On peut également choisir de changer l'arrière-plan du panneau du bureau de tous les postes des utilisateurs, etc., etc. Donc, les GPO vont nous permettre donc de centraliser toutes les configurations qui seront appliquées aux utilisateurs et aux ordinateurs. On aura également la centralisation de la gestion des serveurs DNS. Le serveur DNS qui est un serveur qui va pouvoir résoudre le nom d'un ordinateur en adresse IP et inversement. Donc, ce sont ces éléments-là qui, fondamentalement, vont nous inciter à mettre en œuvre l'Active Directory. Donc, nous allons passer donc à la mise en œuvre de ce rôle, à la mise en œuvre de l'Active Directory. Comme on l'a dit, le rôle ADDS doit être déployé sur le serveur Windows qu'on a appelé DC. Donc, je m'en vais sur le DC que voici. Donc, à travers le gestionnaire de serveur, je dois ajouter un rôle qu'on appelle ADDS. Donc, je viens ici sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique dessus. Là, dans cet assistant, on a quelques éléments préalables qu'il va falloir respecter. Avant de continuer, vérifier que les travaux suivants ont été effectués. Le compte administrateur possède un mot de passe fort, c'est mon cas. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui a minimum 7 caractères avec la combinaison de la majuscule, minuscule, chiffres et caractères non alphabétiques. Donc tous ces éléments-là combinés vont faire de ce mot de passe un mot de passe fort. On doit aussi se rassurer que les paramètres réseau comme les adresses IP statiques sont configurés. C'est déjà le cas. Les dernières mises à jour de sécurité Windows Update doivent être installées. Donc, comme nous sommes en environnement de laboratoire, on peut faire fi de cette troisième recommandation. Nous allons nous contenter des deux premières. Mais en production, il est primordial, il est important de veiller aux dernières mises à jour, au téléchargement et à l'installation des dernières mises à jour sur le serveur pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc, on va cliquer sur suivant et là, on va choisir l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité suivant. C'est notre DC qui a été sélectionné, donc on va laisser le choix par défaut et cliquer sur suivant. À ce niveau, nous allons sélectionner service ADDS. Par la suite, nous allons ajouter des fonctionnalités associées à l'ajout à l'installation de ce service ADDS. Je clique sur suivant. Nous n'avons pas ajouté d'autres fonctionnalités. Je clique à nouveau sur suivant. Le service de déploiement Active Directory, ça c'est pour effectuer une synchronisation avec le Azure Active Directory. Bon, ce n'est pas notre cas. On va cliquer sur suivant. Et là, nous avons un récapitulatif de ce que nous avons choisi comme élément précédemment. Nous allons simplement cliquer sur installer pour amorcer le processus d'installation.
Dans le processus d'installation qui n'est pas très long, on va patienter quelques instants, le temps que l'installation du rôle ADDS s'effectue. Pendant que l'installation évolue, nous allons vérifier. Bon, il faut dire que après l'installation, on va procéder donc on va promouvoir ce DC au rang de contrôleur de domaine. Donc, nous allons patienter. Je comptais faire une vérification avant de procéder à- avant de promouvoir ce serveur au rang de contrôleur de domaine. Nous allons patienter le temps que l'opération aille jusqu'au bout. On va se rassurer que nous sommes bien connectés en tant qu'administrateur. Donc, si je pose le curseur là, c'est administrateur. Je peux aussi également venir via le shell ici. Je tape, je saisis la commande who am I. Donc, ok, je vais saisir who. Quelques petits soucis là. Système un peu. Ok. Bon, je vais relancer cette fenêtre là qui traîne à s'ouvrir. Voilà, je peux même venir ici. Je saisis who am I. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Voilà, c'est ce que je tenais à savoir. Donc, nous avons l'installation de notre rôle ADDS qui a été terminé. Maintenant, ce qui va nous rester par la suite, c'est de promouvoir ce serveur au rang de contrôleur de domaine. Donc, nous avons ici un lien, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. On voit aussi ici ce pictogramme. Si on clique dessus, on a le même lien. Promouvoir ce serveur en tant que en contrôleur de domaine. On peut choisir l'un des deux. Donc, je vais choisir par exemple ceci. Voilà. Donc, on patiente quelques instants le temps que cette fenêtre-là puisse se charger complètement. Donc, nous sommes rendus à cet assistant qui nous propose trois choix. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ça c'est le premier choix. Second choix, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Donc, en fait, il s'agit ici de créer un sous-domaine pour une architecture existante. Nous avons en troisième choix, ajouter une nouvelle forêt qui, par essence, sera notre nouveau domaine. Dans notre cas, nous n'avons aucun domaine, aucune forêt. On va donc choisir le troisième choix. On va créer un contrôleur de domaine dans une nouvelle forêt et on va devoir donner un nom de domaine racine qui sera donc le premier domaine ayant existé. Et le premier domaine qui aura créé cette forêt qui, par essence même, sera notre nouveau domaine. Donc, on va choisir ici, ajouter une nouvelle forêt. Donc, on va lui donner un petit nom. Donc, rappelez-vous, on avait, en fait, ici, on doit choisir un nom euh, qui est similaire au nom de domaine qu'on peut trouver sur Internet, mais idéalement, il faut généralement choisir un nom qui n'est pas accessible via Internet. Donc, on va choisir par exemple labo.local, c'est un exemple. On peut choisir autre chose, hein, mais idéalement, il est souvent recommandé dans un environnement de laboratoire d'éviter des noms de domaine qui finissent par .fr, .com, .net, qui sont euh, accessibles, qui sont éventuellement accessibles sur Internet. Donc, en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est installer un premier contrôleur de domaine et en même temps
un premier domaine. Il va créer aussi en même temps notre forêt. Le nom de notre forêt correspond au nom du premier domaine créé à l'intérieur. Donc nous aurons un premier domaine qui va s'appeler labo.local et une première forêt qui va s'appeler également labo.local. Donc on va cliquer sur suivant. Donc le système demande si à l'installation de notre domaine, on veut définir un niveau de fonctionnalité qui est minimum de 2000, Windows Server 2008. Ici, on va pouvoir sélectionner le niveau fonctionnel à la fois de forêt et à la fois de domaine, comme on peut voir ici. Donc, si je prends par exemple 2008, ça veut dire que là, je peux aussi choisir 2008 ici. Bon. Euh, Ici, par défaut, on est en 2016 parce qu'on est sur un serveur qui est en 2019. Donc, bon, c'est vrai que si on était même en 2016, on allait avoir également par défaut en 2016 là-bas. Et comme c'est le premier contrôleur de domaine dans une nouvelle forêt, automatiquement, on est au niveau le plus haut. Bien évidemment, si on prévoit d'intégrer des contrôleurs de domaine qui sont antérieurs à, à Windows Server 2016, alors, on aura donc, on va pouvoir dire ici qu'on veut conserver un niveau de compatibilité, un niveau de fonctionnalité au niveau de la forêt sur 2008 par exemple, ou sur 2008 R2, ou sur 2012, ou sur 2012 R2, etc. Et donc, idem au niveau du domaine. Mais comme le choix précédent est déjà au niveau forêt en 2016, le seul niveau accessible au niveau domaine est donc Windows Server 2016. Pour la forêt et le domaine, nous allons maintenir un niveau fonctionnel en Windows 2016 qui nous permettra donc de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2016. Donc, on va laisser ça là. Donc, le système va intégrer automatiquement un serveur DNS, comme vous pouvez voir la case cochée là, un catalogue global qui va nous permettre de pouvoir effectuer des recherches dans notre Active Directory. Le catalogue qui va permettre de repérer facilement tous les différents objets présents dans l'Active Directory. Donc, on va inscrire un mot de passe, pardon, DSRM. Donc là, c'est le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc, ce mot de passe devra respecter les exigences de complexité et ça nous servira lorsque on va vouloir redémarrer notre contrôleur de domaine en mode restauration pour pouvoir restaurer juste la base de données Active Directory. Donc là, je vais définir un mot de passe complexe. Je clique sur suivant. Le système va essayer ici de mettre en place la résolution de nom. Pour ce faire, il va s'appuyer sur un serveur DNS. Donc, euh, si vous ne disposez pas, si on ne dispose pas d'un serveur DNS, notre système d'exploitation passera par l'ajout d'un rôle spécifique. En fait, ce rôle spécifique va ajouter les composantes DNS. Le message, c'est qu'il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle exécute voilà, est incouvert ou elle n'exécute pas de serveur DNS Windows. En fait, la délégation ici va permettre simplement de va permettre une résolution DNS à l'intérieur d'une forêt qui comprend des domaines parents et des sous-domaines. Donc pour le moment, nous n'avons pas de sous-domaine, donc pas la peine de créer de délégation. On voit même d'ailleurs que on ne peut pas cocher la case, elle est totalement grisée ici. Donc je clique sur suivant. Donc, le système est venu ici définir
le nom NetBIOS qui va être généré à partir du nom de domaine racine. Le nom de domaine racine labo.local qu'on a indiqué précédemment. En fait, il a enlevé le point local qui est un concept de résolution DNS et lui il a rajouté en fait tout simplement ici le nom Microsoft, un nom Windows. Si on préfère parler de network basic input-output system pour faire référence à NetBIOS. Donc, en fait, c'est tout simplement un mécanisme qui nous permettra de créer des points d'entrée dans le réseau. En gros, c'est un protocole de résolution des noms pour mettre en place des partages Microsoft. On parle de résolution NetBIOS et de façon euh, un, un peu plus moderne de résolution NetBEI. Le nom de domaine NetBIOS permet simplement la compatibilité de résolution de nom pour les anciens domaines. Donc ici, on va laisser le choix par défaut. Le nom de domaine NetBIOS est toujours la partie de gauche du nom DNS. Donc la partie de gauche dans notre cas ici qui est labo. Comme on avait dit labo.local, c'est la partie de gauche qui est par défaut choisie comme nom NetBIOS. On va laisser ce choix-là. On clique sur suivant. Donc, le système va valider la configuration et la mise en place de l'Active Directory. Par défaut, notre contrôleur de domaine va créer trois fichiers principaux. Ces trois fichiers principaux seront stockés dans le C Windows. Le premier s'appelle NTDS, New Technology System, New Technology Domain Services. En fait, c'est ce fameux fichier qui contient toute la base de données Active Directory et cette base de données qui s'appelle ntds.dit. Ensuite, on a toujours dans ce répertoire C Windows, ici dans le répertoire C Windows, on aura le système va créer des journaux puisqu'il y aura plusieurs journaux avec la possibilité d'aller faire des remontées d'informations. En fait, ces journaux-là sont contenus dans un sous-dossier qui s'appelle le sous-dossier NTDS. Ce sont les fichiers de journalisation de l'Active Directory. Ensuite, on aura euh, un dossier partagé entre les différents contrôleurs de domaine pour mettre en place des mécanismes de réplication. Donc, on aura certainement l'occasion d'en parler. En fait, ce dossier s'appelle sysvol. Ce dossier sysvol ici, comme on peut le voir là. Et c'est lui qui sert en fait de commutateur de fichiers d'échange entre les différents contrôleurs de domaine. C'est le dossier qui va stocker en fait les stratégies de groupe. Donc, voilà les trois principaux éléments créés et mis en place à l'installation de l'Active Directory. Donc, dans la pratique, si vous pouvez, si vous souhaitez sécuriser un peu plus votre architecture AD en modifiant ces chemins par défaut. Donc, nous, on va laisser là. On va cliquer sur suivant. On a ici un petit récapitulatif de ce que nous venons de mettre en place avec la possibilité de pouvoir récupérer, voire afficher le script PowerShell. On peut afficher le script PowerShell ici qui va nous permettre de pouvoir relancer tout ce qu'on a eu à effectuer comme choix ou alors on peut même modifier le contenu de ce script. Donc, on va cliquer sur suivant pour continuer. Donc, le système va procéder à la vérification de la configuration requise pour la mise en place de l'Active Directory. Donc, vous allez voir, nous avons ici quelques triangles jaunes qui matérialisent ici un avertissement. Dans le vocabulaire Microsoft, un avertissement n'est pas une erreur. C'est simplement une optimisation qui est proposée. Donc, ce n'est pas bloquant. C'est pas bloquant dans ce cas.
Donc, on va tout simplement cliquer sur Installer pour lancer donc l'opération qui va permettre de promouvoir ce serveur DC au rang de contrôleur de domaine. Donc, l'opération va prendre un peu de temps. On va patienter tout de même pour voir le changement qui va s'opérer. Donc, suite à ces opérations, à la fin du processus, le serveur va redémarrer car les services d'annuaire ici auront été installés. Le premier redémarrage d'un contrôleur de domaine peut être relativement long, puisqu'il y a beaucoup de choses à installer. On aura encore autre l'Active Directory, le service Kerberos, les services DNS qui seront installés au redémarrage. Voilà, nous avons ce message. Vous allez être déconnecté. L'ordinateur est redémarré car les services de domaine Active Directory ont été installés ou supprimés. Donc, l'ordinateur va redémarrer tout seul suite à l'installation suite à la mise en œuvre, donc, suite à la conversion de ce serveur en tant que contrôleur de domaine. Donc, on peut voir là, il y a d'abord arrêt des services. Après l'arrêt des services, on aura voilà un redémarrage en cours. Donc, on va patienter. Donc, précédemment, on avait testé la connectivité entre toutes les machines. Donc, toutes les machines communiquent entre elles. Et il sera donc question par la suite de joindre quelques machines au domaine ADDS. Voilà, le redémarrage est toujours en cours. Application des paramètres de l'ordinateur. Voilà, le serveur a complètement redémarré.
Donc, il est question maintenant par la suite de pouvoir joindre les autres machines à ce domaine labo.local. Mais avant de procéder à la jonction, nous devons d'abord nous rassurer que l'adresse IP du DNS est bel et bien présent sur les sur le serveur membre et les deux clients. Donc, si je reviens sur notre schéma, on avait vu ici que le DNS du client 2 sera l'adresse IP de l'interface VMnet2. Donc, nous avons ici. Le DNS du client 1 sera l'adresse IP de l'interface VMnet1 que voici. Le DNS du serveur membre sera l'adresse IP de l'interface VMnet1. Donc, il est primordial de mettre déjà le DNS en place parce que sans le DNS, il n'y aura pas de résolution de nom. Il sera impossible de résoudre le nom de domaine labo.local. Donc là, on va rapidement vérifier. Je suis sur le client 1. Propriété, version 4. Ouais, le DNS est bien en place. Je m'en vais sur le client 2. Je fais Windows R, ncba.cpl. Là, je vais vérifier également les propriétés. Là, c'est bon, 200.1. Donc, à partir de là, je peux commencer déjà à joindre le client 2 dans le domaine. Non, étant donné que le client 2, nous ne parvenons pas à le joindre au domaine, nous allons dans un premier temps nous rassurer que le client 2 communique avec le DC. Donc, je vais faire un ping à l'adresse IP 192, à l'adresse IP du DC. Donc, je fais le ping sur l'interface 192.168.200.1. Donc là, le ping passe. Et je vais donc essayer de relancer la jonction au domaine system.cpl pour accéder aux propriétés système. Je vais modifier domaine labo.local. OK. Je renseigne les identifiants administrateur et le mot de passe associé. Voilà. Là, j'ai le message de bienvenue. Le client 2 fait déjà partie du domaine labo.local. Je valide OK. OK, je ferme et là, je vais lancer le redémarrage. Je vais faire la même chose sur le client 1. Donc, je prends le raccourci 6DM. Bon, je me rassure d'abord que le client 1 a pour DNS l'adresse IP 192.168.100.1. Je vais me rassurer au préalable. Oui, là, c'est correct. 192.168.100.1, c'est bien l'adresse IP du DNS du client 1. Je me rassure aussi que le ping passe. OK. À partir de là, je peux donc lancer la jonction au domaine 6dm.cpl, ce raccourci clavier qui me permet d'accéder rapidement aux propriétés système. Pour le moment, le client est aussi encore en workgroup, donc je vais cliquer ici sur modifier pour pouvoir changer cela. Et je choisis domaine à ce niveau, et c'est labo.local. Je valide sur OK. Là, j'ai la fenêtre d'authentification. Je dois renseigner les identifiants de l'administrateur du domaine. Administrateur suivi du mot de passe associé.
Ce sont ces identifiants-là qui vont permettre au client 2, client 1 en fait, de pouvoir intégrer le domaine labo.local. Là, c'est correct aussi. Je vais simplement poursuivre par un redémarrage de ce poste client. Je fais la même chose avec le serveur membre. Le serveur membre, si je regarde encore mon architecture, le serveur membre doit avoir pour DNS l'adresse IP 192.168.100.1. Donc, je viens ici. Je vais d'abord vérifier ces paramètres. Donc, je m'en vais sur le VMnet 1, je m'en vais dans les propriétés. Je dois vérifier cela. Son DNS, non, je n'ai pas renseigné le DNS, donc je dois le mettre 192.168.100.1. Sans le DNS, il sera impossible de pouvoir joindre le domaine labo.local. Il n'y aura pas de résolution de ce nom en adresse IP. Donc, je vais faire 6dm.cpl. Voilà, je clique ici sur modifier. Et là, je vais choisir domaine labo.local. Je valide par OK. Et là, je vais renseigner les identifiants administrateur et le mot de passe associé. Je valide. Là, j'ai également le message de bienvenue. OK, je peux fermer là et je lance le redémarrage aussi. Donc, à partir de là, client 1, client 2, serveur membre forment dorénavant partie du domaine labo.local. Qu'est-ce qu'on a dit par la suite? Après avoir joint ces machines au domaine, il va falloir, nous sommes à l'étape 3, configurer la jonction. Il faut maintenant ouvrir une session dans le domaine comme administrateur sur les deux postes, sur le DC. Bon, sur le DC, on est déjà connecté comme administrateur. Non, on n'est pas encore connecté. Le DC, le serveur membre et les deux postes clients. Donc, il faut ouvrir une session comme administrateur de domaine. Donc, je commence par le DC. Je clique, je déverrouille déjà. Labo/administrateur, je saisis juste le mot de passe. Je valide. Sur le serveur membre, je vais déverrouiller également. Et je vais choisir autre utilisateur pour pouvoir saisir. On est déjà dans le domaine labo. Je mets administrateur. Bon là, quand je saisis administrateur, je me rends compte que je ne suis plus dans le domaine labo. Je suis connecté maintenant. Si je renseigne le mot de passe, ça veut dire que là, je ne suis pas connecté au domaine labo. Je suis plutôt connecté à la machine physique. Donc pour ce faire, j'ai deux possibilités. Soit je mets labo/administrateur. Vous voyez, quand je mets labo/administrateur, ça change ici. Je peux aussi choisir mettre administrateur @labo.local. C'est une autre façon. Labo. Il y a le point ici, point local. C'est une autre façon de pouvoir s'authentifier. Et là, donc c'est-à-dire le nom de l'utilisateur arrobase le nom de domaine. Donc là, je mets le mot de passe. Là, voilà ma fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Je serai connecté au domaine labo.local en tant qu'administrateur de domaine. Je viens sur le client 1 ici. Je déverrouille. Et là, je prends autre utilisateur. Je vais mettre labo/administrateur. Je mets le mot de passe. Je valide. Je patiente quelques instants pour me rassurer que j'ai bien saisi les identifiants. Alors, je suis sur le client 1. Entre-temps, je jette un rapide coup d'œil sur le serveur membre. Voilà, le serveur membre a déjà pu
euh, la session a déjà pu s'ouvrir sur le serveur membre. Sur le client 1, là, on est encore en phase de chargement. C'est encore en cours. Et je peux pendant ce temps me connecter sur le client 2. Donc, je m'en vais choisir autre utilisateur parce que si je renseigne le mot de passe ici, ça veut dire que je suis connecté en tant qu'administrateur de la machine locale client 2. Donc, je prends autre utilisateur, là, labo slash administrateur, le mot de passe associé, je valide. Donc, client 1, voilà, l'opération d'ouverture de session est en cours. Le client 2, c'est pareil. Donc, voilà ce qu'il fallait fondamentalement faire pour joindre déjà les machines au domaine et ensuite ouvrir une session sur chacune de ces machines en tant qu'administrateur du domaine.